Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur le sol froid du cimetière de Brooksville, ce petit village tranquille du Missouri où chaque pierre semblait chargée d'histoires oubliées. Ce n'était pas une pluie violente, mais une bruine continue, fine et pénétrante, le genre de pluie qui s'infiltre lentement dans les vêtements et les os, comme si elle voulait se mêler au chagrin des vivants. L'air sentait la terre mouillée, la mousse et les feuilles mortes, ce mélange typique d'automne, si familier et pourtant si étrangement solennel aujourd'hui. Le silence était épais, presque sacré. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Le bruit étouffé des bottes sur la terre meuble, les quelques sanglots retenus, le murmure d'un parapluie malmené par le vent. Tout contribuait à cette impression que le monde entier s'était arrêté pour observer le dernier voyage de Thomas Mitchell. Caroline Mitchell, veuve depuis à peine une semaine, se tenait là, droite malgré le poids qui lui courbait l'âme. À 58 ans, elle ressemblait à une femme figée dans le temps. Son manteau noir, trempé aux épaules, s'agrippait à elle comme une seconde peau. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon soigné, laissaient échapper quelques mèches mouillées qui collaient à son front. Son regard restait fixe, planté sur la tombe fraîchement creusée de l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie. Thomas. Thomas, son mari, son pilier, son confident. 33 ans de vie commune. Une existence tissée lentement, patiemment, comme un vieux kilt du Midwest, patchwork de rires, de désaccords, de promesses tenues, de sacrifices silencieux. Il n'avait jamais été un homme expansif, il n'offrait pas des fleurs ni des discours enflammés, mais il avait toujours été là. Présent. Fiable. Digne. Un professeur d'histoire à la voix calme, aimé de ses élèves, respecté par ses collègues, connu pour sa passion des grands récits et sa manie de corriger les fautes dans les journaux locaux. Son absence creusait déjà en Caroline un vide dont elle ne mesurait pas encore la profondeur. Elle aurait voulu pleurer. Hurler. Tomber à genoux. Mais ses larmes s'étaient figées quelque part entre sa gorge et son ventre, comme bloquées par l'incrédulité. Comment un cœur qui battait si fort, une présence si constante, pouvait-elle s'éteindre sans laisser de traces sonores ? La vie, désormais, lui semblait irréelle, comme si elle était une figurante dans une pièce qu'elle n'avait pas choisie. À ses côtés, son fils, Andrew, se tenait droit, raide comme une statue. À 33 ans, il avait hérité du calme de son père, mais sans sa douceur. L'ambition, le rythme effréné de la vie à Chicago, les années de compétition et de solitude dans les cabinets d'avocats l'avaient durci. Son visage ne trahissait aucune émotion. Ni larmes, ni tremblement. Juste cette mâchoire crispée, ce regard lointain, presque glacé. Caroline le regarda brièvement du coin de l'œil. Elle ne reconnaissait plus vraiment son fils. Ce jeune homme qu'elle avait élevé avec tendresse et patience, ce garçon qui passait des heures à construire des forts avec son père dans le jardin, était devenu un étranger poli, distant. Depuis le décès de Thomas, Andrew était revenu s'installer quelques jours à la maison familiale. Mais leurs conversations étaient rares, superficielles. Chacune de leurs discussions ressemblait à un exercice de diplomatie, chaque mot soigneusement pesé pour éviter les dérapages. La douleur ne les avait pas rapprochés. Au contraire, elle avait mis en lumière les fissures déjà anciennes entre eux. Et pourtant, il se tenait là, à ses côtés. Silencieux. Présent. Comme une ombre. Et dans ce silence, il y avait quelque chose d'inquiétant qu'elle n'arrivait pas à nommer. La cérémonie achevée, les gens commencèrent à partir, les uns après les autres. Quelques poignées de mains timides, des regards embués, des murmures maladroits, mes condoléances. Il était un homme bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Autant de phrases mécaniques, prononcées par habitude plus que par compassion véritable. Le genre de mots qui sonne creux quand l'âme est en ruine. Caroline ne répondit à aucun de ces gestes. Elle restait figée, les bras croisés contre elle-même, devant la tombe fraîchement refermée. La terre sombre, encore meuble, lui donnait une impression d'inachevé. Le cercueil n'était plus visible, et pourtant elle n'arrivait pas à détourner les yeux, comme si elle attendait encore que quelque chose en surgisse, une voix, un souffle, un miracle. Mais il n'y avait rien. Juste le vent. Elle ne remarqua même pas que les gens s'étaient éloignés.
Seule la silhouette droite et immobile d'Andrew se tenait encore à quelques pas d'elle, les mains dans les poches de son long manteau noir. Ce fut lui qui rompit le silence. « Maman, viens. Il est temps de rentrer. » Sa voix n'était ni douce ni dure. Juste factuelle, comme une ligne de dialogue dans un scénario bien huilé. Caroline tourna lentement la tête vers lui, comme si elle sortait d'un rêve. Elle hocha la tête sans un mot. Ses jambes, engourdies par le froid et le chagrin, peinaient à la porter. Elle avança lentement vers la voiture de location noire que son fils avait louée en arrivant de Chicago. Le trajet se fit dans un silence étrange, pesant, presque irréel. Les essuie-glaces allaient et venaient à intervalles réguliers, grattant le pare-brise mouillé avec un bruit sourd qui semblait rythmer le vide de leurs pensées. Chaque battement ressemblait à une virgule dans une phrase trop longue. Le paysage défilait lentement derrière les vitres embuées, les clôtures en bois usé, les vieilles granges en ruine, les arbres déjà dénudés par l'automne. Tout semblait flou, comme vu à travers une couche de tristesse. Caroline garda les yeux fixés sur la fenêtre, mais son esprit vagabondait. Elle se rappelait les fois où Thomas l'avait ramenée chez eux après un dîner, une fête d'école, une simple promenade. Il avait toujours une main sur le volant, l'autre posée doucement sur sa cuisse. Il n'avait pas toujours eu besoin de parler pour se comprendre. Le silence avec lui était tendre. Celui qui régnait à présent dans cette voiture semblait glacial. Et puis, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le bon chemin. « Tu ne tournes pas vers Brooksville ?» dit-elle finalement, la voix basse, un brin inquiète. Andrew resta concentré sur la route, le visage impassible. Non. Il venait de quitter la grande route pour s'engager sur un chemin secondaire, sinueux, bordé d'arbres denses. C'était la vieille route de campagne, celle qu'on évitait en hiver à cause du verglas, celle qui menait vers les bois. Une route que Caroline connaissait vaguement, mais qu'elle n'avait jamais empruntée depuis des années. « Où va-t-on » demanda-t-elle doucement, posant enfin une question, comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Andrew prit une inspiration lente. Il semblait peser ses mots. « Tu verras. » Sa réponse, vague, presque évasive, fit naître une tension dans la poitrine de Caroline. Elle tourna enfin les yeux vers lui. Il ne la regardait pas. Il semblait absorbé par quelque chose d'autre. Quelque chose d'invisible. Le cœur de Caroline se mit à battre plus fort. Il y avait dans ce silence quelque chose d'étrangement calculé, comme si cette route, ce détour, n'était pas un accident, mais un choix. Un plan. Une intention. Elle resserra son écharpe autour de son cou et serra les mains sur ses genoux. Les arbres défilaient de plus en plus nombreux, plus sombres, plus hauts. Le bitume semblait se rétrécir. Et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans cette route oubliée, Caroline sentit qu'ils laissaient bien plus derrière eux qu'un simple cimetière. Après une trentaine de minutes de route silencieuse, alors que la lumière du jour commençait à décliner derrière les collines, Andrew s'arrêta brusquement sur le bas-côté d'une route étroite, bordée de pins touffus et de broussailles sauvages. Le craquement des graviers sous les pneus fut le seul bruit qui brisa le silence. Il coupa le moteur sans un mot. Caroline, surprise par l'arrêt soudain, redressa la tête et regarda autour d'elle. Il n'y avait rien à perte de vue. Pas de maison. Pas de lampadaire. Juste la route sinueuse, le ciel gris qui s'assombrissait, et le frémissement des feuilles agitées par le vent. Andrew resta un instant immobile, les mains posées sur le volant, les yeux fixés droit devant lui. Son visage était tendu, dur, presque figé. Un muscle de sa mâchoire tressaillait. Puis il tourna la tête vers elle et déclara, d'une voix calme mais ferme. « Maman, c'est ici que tu descends. » Caroline cligna des yeux, comme si elle avait mal entendu. Son cœur rata un battement. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?» Elle le fixa, les sourcils froncés, le souffle court. La réalité de ces mots mit quelques secondes à percer le brouillard de son esprit. Une route isolée, un arrêt soudain, et cette phrase, lourde de sous-entendus. Andrew la regarda enfin. Vraiment. Et ce qu'elle vit dans ses yeux la frappa plus que les mots eux-mêmes. Ce n'était pas de la colère. C'était autre chose. Une fatigue profonde. Une lassitude. Et peut-être, au fond, une forme de frustration accumulée depuis longtemps. « Tu dois recommencer ta vie, maman »
dit-il d'un ton plus bas, presque résigné. Papa n'est plus là. Et tu ne peux pas continuer à vivre dans cette maison pleine de souvenirs. Ce n'est pas une tombe. Ce n'est pas là que tu vas guérir. Tu ne peux pas juste rester enfermé, à tourner en rond, à attendre que le temps efface tout. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Sa gorge était nouée. Un mélange de douleur, d'incompréhension et d'humiliation montait en elle, comme une vague noire. Alors tu veux que je descende ici? Seule? Au milieu des bois? Sa voix tremblait. Elle voulait croire qu'il plaisantait, qu'il testait ses réactions. Mais rien dans son expression ne trahissait un quelconque jeu. Il restait figé, droit, impassible. Il y a une maison, au bout du chemin, dit-il en désignant un sentier à peine visible entre les arbres. À 1 mile d'ici. Je l'ai louée pour toi. Une vieille cabane rénovée. Il y a de quoi vivre pendant quelques semaines. Du bois, de la nourriture, de quoi écrire, lire, réfléchir. Tu as besoin de silence. D'isolement. Tu verras, ça te fera du bien. Elle le fixa avec des yeux écarquillés. Ce n'était pas seulement la brutalité du geste qui la choquait, mais l'idée que son propre fils la considérait comme un poids à repositionner. Comme une pièce qu'on déplace sur un échiquier parce qu'elle encombre le centre. Tu n'aurais pas pu, me demander? M'en parler avant? Me proposer un choix? Andrew soupira, détourna le regard. Je savais que tu aurais dit non. Tu aurais trouvé 1000 raisons de rester figé. Alors j'ai fait ce qu'il fallait. Il sortit sans attendre sa réponse, contourna la voiture et ouvrit le coffre. Caroline, comme figée, le regarda tirer ses valises. 2 grosses valises noires qu'elle avait à peine eu le temps de remplir avant les funérailles. Il les posa sur le bas-côté, sans un mot de plus. Comme s'il déposait une charge. Le vent s'était levé. Il giflait les arbres et fouettait son manteau. Caroline descendit lentement. Ses jambes tremblaient, pas seulement à cause du froid. Elle posa le pied sur le sol humide et sentit la glaise s'enfoncer sous ses chaussures. Elle leva les yeux vers lui, espérant un dernier mot, un geste de tendresse, un regard d'encouragement. Mais Andrew était déjà remonté dans la voiture. Il démarra sans dire au revoir. Et surtout, sans se retourner. Caroline resta seule sur le bord de cette route oubliée, les valises à ses pieds, le cœur ravagé. Le bruit du moteur s'éloigna peu à peu, jusqu'à disparaître dans le vent. Et dans ce silence total, au milieu de nulle part, elle comprit que quelque chose venait de se briser. Mais elle ne savait pas encore si c'était son cœur, ou sa peur. Le sentier forestier était étroit, à peine visible, envahi de feuilles mortes et de branches basses. Caroline avançait lentement, traînant ses valises derrière elle, luttant contre la fatigue, le froid et l'humiliation encore vives. Le vent s'était calmé, mais les arbres, hauts et silencieux, semblaient l'observer dans sa marche solitaire. Elle marcha pendant près d'1 mile, ses pas lourds et hésitants résonnant dans le silence. Puis, enfin, au détour d'un bosquet, elle aperçut une bâtisse de bois sombre, nichée dans une petite clairière. Isolée. Modeste. Entourée d'un vieux jardin envahi par la mousse et le lierre. La petite maison au fond du chemin était simple, presque rustique. C'était un ancien chalet, dont les volets de bois semblaient grincer sous le vent. Une galerie couverte entourait la façade, avec 2 chaises en osier fané posées de chaque côté de la porte d'entrée. La serrure grinça lorsqu'elle l'ouvrit, et un air froid et légèrement poussiéreux l'accueillit à l'intérieur. Le sol craquait sous ses pas. Tout dans la pièce principale semblait sorti d'un autre temps, une vieille table de ferme rayée par les années, un poêle à bois noir aux pieds en fonte, un fauteuil déformé par l'usage. Le lit, simple et étroit, était recouvert d'une couverture à carreaux au ton rouge et gris. L'odeur du bois brut et du passé imprégnait chaque recoin. Mais ce fut la bibliothèque qui attira son regard. Contre le mur du fond, une imposante étagère remplie de livres usés par le temps. Des romans américains classiques, des recueils de poésie, des journaux anciens, et même un carnet relié en cuir où quelqu'un, peut-être l'ancien propriétaire, avait griffonné des pensées, des recettes, des souvenirs. Sur la table, une feuille de papier pliée en 2. Elle la reconnut immédiatement. L'écriture d'Andrew. Tu trouveras ici ce dont tu as besoin. Prends le temps.
Tu verras que tu es plus forte que tu ne le crois. Andrew. Elle resta debout, longtemps, à relire ces quelques lignes, incapable de décider si elle l'apaisait ou la blessait davantage. Elle déposa le billet sur la table, puis s'assit dans le fauteuil et resta là, sans bouger, des heures durant. Les premiers jours furent terriblement difficiles. Le silence dans la maison n'était pas le silence de la paix. C'était un vide oppressant, un silence qui hurlait dans ses oreilles comme une absence qu'on ne peut pas ignorer. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent contre les vitres lui rappelait qu'elle était seule. Vraiment seule. La solitude était une compagne implacable. Les nuits semblaient interminables. Allongée dans ce lit trop grand pour elle seule, Caroline fixait le plafond, écoutant les battements de son propre cœur, les larmes coulant sans bruit sur ses tempes. Elle parlait à Thomas, à voix basse, comme elle l'avait toujours fait lorsqu'il lisait dans le salon. Mais il n'y avait plus de réponse. Juste l'écho de sa propre voix dans le vide. Elle ouvrit les vieilles boîtes de lettres qu'elle avait emportées. Relut chaque mot, chaque promesse. Elle revisita leur passé, photo après photo, se souvenant des jours heureux, les pique-niques au bord du lac, les anniversaires simples mais sincères, les soirées à deux avec un vieux disque qui grésille. Elle se souvint aussi des disputes, des silences tendus, des compromis. Leur vie n'avait pas été parfaite, mais elle avait été vraie. Et pourtant, lentement, quelque chose changea. Au bout d'une semaine, un matin de brume, Caroline se réveilla avec une sensation différente. Ce n'était pas du bonheur, pas encore, mais une absence de lourdeur. Une première respiration plus légère. Elle s'assit à la vieille table de bois, un café fumant entre les mains, et ouvrit un cahier qu'elle avait trouvé au fond d'un tiroir. D'abord, elle griffonna quelques pensées, des mots épars, des bribes de phrases, des sentiments confus. Puis, comme une digue qui cède, tout se mit à couler, des souvenirs, des images, des dialogues intérieurs. Sa main n'arrivait plus à suivre le flot. Elle écrivit tous les jours. Parfois des heures durant, jusqu'à ce que le feu dans le poêle crépite de nouveau, jusqu'à ce que la lumière décline. Elle écrivait comme on saigne, sans filtre, sans artifice. Elle raconta sa jeunesse, ses premiers pas dans la vie, ses rêves oubliés. Elle parla de Thomas, bien sûr, mais aussi d'elle-même, de la femme qu'elle avait été avant d'être épouse, avant d'être mère. Une femme curieuse, passionnée de lecture, fascinée par la psychologie humaine, avide de solitude choisie. Les journées prirent un nouveau rythme. Elle se leva de plus en plus tôt, poussée par une énergie neuve. Elle marchait chaque matin dans les bois, respirant à plein poumon, écoutant le chant des mésanges et des geais bleus. Elle apprit à reconnaître les empreintes d'animaux sur la terre humide, à observer les nuages pour deviner la pluie, à s'émerveiller devant le simple balai des feuilles tombantes. Elle se remit à cuisiner, à improviser des plats avec peu de choses mais beaucoup d'amour. Elle mangeait seule, oui, mais avec gratitude. Les repas devinrent des rituels. Elle rallumait la musique, parfois du jazz, parfois du classique et dansait même parfois, seule dans la cuisine, pieds nus sur le vieux parquet. Elle ne regardait plus l'heure. Ni les notifications. Le monde extérieur s'était estompé, remplacé par un espace intérieur qui reprenait vie. Elle redécouvrit le plaisir de lire pendant des heures, sans interruption, de prendre des notes, de relire un même passage simplement parce qu'il vibrait. Un mois plus tard, alors que la neige commençait à saupoudrer les arbres de la clairière, Caroline termina son manuscrit. Le cahier était rempli jusqu'à la dernière page, couvert d'une écriture fine et dense. Le récit s'intitulait « Ce que le silence m'a dit ». Un texte intime, brut, bouleversant. Un voyage dans le deuil, mais aussi dans la lumière qu'il peut parfois laisser filtrer. Elle le tapa sur un vieux portable qu'Andrew lui avait laissé. Et sans trop y croire, elle l'envoya à une maison d'édition à Chicago. Elle choisit cette maison presque au hasard, guidée par une intuition ténue. Puis elle oublia presque qu'elle l'avait fait. 2 semaines plus tard, le téléphone sonna dans la cabane. Caroline sursauta, le vieux combiné avait à peine sonné depuis son arrivée. Elle décrocha, la main tremblante. « Madame Mitchell ? Ici Sarah Langdon, directrice éditoriale chez Halstead Books. J'ai lu votre manuscrit. Et, je voulais vous dire que j'ai pleuré. Pas une, mais 3 fois. Ce que vous avez écrit est d'une vérité rare. On voudrait le publier.
Dès que possible. Caroline resta muette quelques secondes. Elle se mit à pleurer doucement, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peine. C'étaient des larmes de reconnaissance. D'avoir été entendue. Lue. Touchée. Quelques semaines plus tard, alors que l'hiver battait son plein, Andrew revint. Il n'avait pas prévenu. Il était juste venu voir, peut-être par curiosité, peut-être par inquiétude, ce qu'était devenue sa mère après l'avoir laissée là, seule. Il gara sa voiture au même endroit. Reprit ce sentier qu'il connaissait mal. Lorsqu'il arriva à la cabane, il la vit par la fenêtre. Elle était assise dans le fauteuil, en train de lire, un plaid sur les genoux, un chat inconnu ronronnant contre elle. Il s'était probablement invité, comme la sérénité. Il resta dehors un long moment, figé, regardant cette femme, qu'il ne reconnaissait presque plus. Elle paraissait plus droite, plus calme, mais surtout, plus présente. Sa mère n'était plus cette ombre brisée qu'il avait quittée. Elle était là. Entière. Caroline leva enfin les yeux et le vit à travers la vitre. Elle se leva doucement, ouvrit la porte, et le regarda sans rien dire. Il s'approcha, lentement. Ses yeux brillants trahissaient une émotion qu'il n'arrivait plus à contenir. « Je suis désolé, maman, dit-il enfin d'une voix rauque. Je voulais t'aider, mais je l'ai mal fait. Elle le regarda longuement. Puis ouvrit les bras. Il s'y jeta comme un enfant. Elle le serra fort, comme on serre quelqu'un que l'on pensait avoir perdu pour toujours. Et dans ce silence enfin apaisé, elle comprit qu'ils étaient deux à avoir eu besoin de solitude pour guérir. Deux à s'être retrouvés, dans l'absence, dans la douleur, et dans la reconstruction. 3 ans plus tard, Caroline Mitchell était devenue bien plus qu'une auteure reconnue. Son premier roman, Descends ici, publié dans un petit tirage presque confidentiel, avait rencontré un écho inattendu. Le bouche à oreille avait fait son œuvre. Les lectrices et lecteurs s'étaient reconnus dans ces mots, la perte, le silence, le deuil, mais aussi cette résurrection lente, intime, discrète. Ce n'était pas une histoire de miracle, ni de vengeance spectaculaire, mais une histoire humaine. Crue. Vraie. Puissante. Le livre fut rapidement réédité, traduit, primé. Caroline, qui avait fui les projecteurs toute sa vie, se retrouva soudain invitée sur des plateaux de télévision, dans des universités, dans des cercles littéraires. Partout, on voulait entendre cette femme qui avait su transformer un abandon en renaissance, une douleur en paroles. Mais elle resta fidèle à elle-même. Elle choisit de continuer à vivre dans la petite cabane, devenue son refuge, son ancrage. Elle refusa les appartements luxueux à New York, les plateaux télé brillants, les contrats trop formatés. Elle préféra son poêle à bois, les pages blanches, les levers de soleil à travers les pins. Elle transforma une partie de la maison, autrefois grenier poussiéreux, en atelier d'écriture. Un lieu modeste, mais chaleureux, où elle accueillait parfois d'autres femmes. Des veuves, des survivantes de violences, des mères perdues, des épouses oubliées. Des femmes qui, comme elle, avaient été poussées à « descendre ici » et qui ne savaient plus par où remonter. Elle ne leur offrait ni solution ni miracle. Mais elle leur offrait un endroit. Du silence. Du thé chaud. Une oreille. Une phrase. Un carnet. Parmi ces femmes, certaines écrivaient. D'autres pleuraient. D'autres encore jardinaient. Mais toutes, à leur manière, commençaient quelque chose. Et cela suffisait. Les médias commencèrent à parler de « la Maison du Bois », un lieu hors du monde, au cœur du Missouri, où renaître devenait possible. Caroline, elle, ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Elle écrivait un second livre. Et un troisième. Des essais. Des lettres ouvertes. Des journaux. Elle parlait de la solitude, de la beauté du silence, de la nécessité d'écouter sa douleur pour mieux la transformer. Elle recevait des centaines de lettres de lecteurs. Certaines venues de pays lointains. D'autres signées de mains tremblantes, de cœurs brisés. Elle répondait souvent. Parfois longuement. Parfois juste par une phrase. Mais chaque fois qu'elle signait un exemplaire de « Descends ici », elle écrivait la même dédicace, sans exception. C'est ici que tu descends. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début.
Caroline savait que ces mots n'étaient pas qu'une phrase. Ils étaient une clé. Un passage. Un fil tendu entre le chaos et la lumière. Et dans cette cabane, où elle avait été déposée comme une valise oubliée, elle avait fini par bâtir une maison. Un foyer. Un sanctuaire. Non pas malgré la douleur. Mais avec elle.